Messieurs, Mesdames, le sujet est délicat à présenter, tel qu'il est défini dans le titre, et cela pour une raison banale, au fond. Les sources, on revient toujours à elles, les sources relatives à Jean Monnet demeurent assez incomplètes pour la période de l'entre-deux-guerres. L'un des moyens de combler ces lacunes, et parfois ces silences, consiste à tirer avantage des sources privées, celles de ses interlocuteurs et de son entourage. Ces sources tierces, de banquiers, d'experts financiers, de hauts fonctionnaires de tous les horizons, à commencer par Londres et Washington, ces sources posent chacune des problèmes spécifiques, mais elles permettent de mieux cerner les raisonnements et les attitudes de Jean Monnet dans leur contexte et leur conjoncture d'époque. Cela, on pourrait y revenir, cela est dû essentiellement au rapport de Jean Monnet à l'écriture et à la correspondance. On le sait, Monnet a été nommé secrétaire général adjoint de la Société des Nations avant même la signature du traité de Versailles, c'est-à-dire au printemps 1919. Les instances de cette nouvelle société, qui est un organisme intergouvernemental par excellence, ces instances économiques devaient s'inscrire dans le prolongement des organismes interalliés du temps de la guerre. La Société des Nations elle-même était appelée à devenir, à terme, un réseau d'organismes universels couvrant les principaux domaines de l'emploi, de la santé, de la monnaie, des échanges et du crédit. Voilà, donc tout cela en dehors de la stabilité politique et diplomatique du monde d'après-guerre. Ces organismes devaient faciliter la transition à la paix pour tous les pays membres, y compris les anciens belligérants. Et on en revient tout de suite à l'Autriche. Au premier rang, je reviens donc à votre propos, au premier rang des objectifs de Monnet, on trouve par conséquent le souci de consolider les prérogatives reconnues à la Société des Nations et à ses instances financières dites techniques. Or, cette ambition a été contrariée dès le départ, notamment par trois crises majeures. Celle d'abord du retrait des États-Unis, je n'entre pas dans les détails, tout le monde les connaît. Celle ensuite de la crise économique de 1920-21. Enfin, celle d'un double échec politique, à savoir le naufrage de la conférence financière de Bruxelles en septembre-octobre 1920, puis l'impasse multiple que fut la conférence de Gênes en avril-mai 1922. Dans le bref laps de temps qu'il aura passé au secrétariat de la SDN, en tout 42 mois, dont une première année à Londres, dans ce bref laps de temps, la conférence de Bruxelles, en particulier, fut pour Monnet un tournant fort, une réussite personnelle d'abord, qui tourne à un blocage institutionnel. Comme vous l'imaginez, j'ai beaucoup de parallèles avec ce qui s'est passé pendant le demi-siècle qui suit. Évidemment, il y a des anticipations et des parallèles pendant le début de l'entre-deux-guerres. Bien plus que la conférence de Gênes, la conférence de Bruxelles aboutit en effet à restreindre la marge d'action de la Société des Nations. Le plan Thurmelen, parmi d'autres, du nom d'un banquier célèbre de la place d'Amsterdam, ce plan n'a pu être mis en œuvre, alors qu'il était fortement soutenu par Monnet. En suscitant des obstacles significatifs dès l'automne de 1920, ce plan marque une promesse et un échec à la fois. Pour un élan comparable d'internationalisme et d'intérêts nationaux croisés, il faudra attendre le plan Marshall. En 1920-21,
l'éventail des enjeux, pour ainsi dire, disponibles à l'action de la SDN, à l'action internationale de la SDN. Donc cet éventail se rétrécit dans l'espace de quelques mois. Dès lors, le processus de nationalisation, entre guillemets, le processus de nationalisation des objectifs de chaque pays membre a été irrémédiablement engagé. Et le départ de Monnet en décembre 1922 en est pour beaucoup. Les emprunts de stabilisation successifs d'Autriche, de Tchécoslovaquie, de Hongrie, de Bulgarie et d'autres pays, dont Danzig, la ville indépendante de l'époque, ces emprunts de stabilisation ne furent qu'un pis-aller au regard de l'ambition d'origine. En ce sens, le réseau bancaire de Vienne et de Prague, terrain d'action secondaire à l'origine, est devenu un enjeu clé pour la Société des Nations. Au sortir de la guerre, les places financières de Vienne et de Prague avaient quelques points communs forts, tout en divergeant sur d'autres. De par leurs ressources comme par leurs emplois, les établissements de crédit ont été, de part et d'autre, très largement dominés par la banque mixte, devenue un conglomérat d'intérêts de toutes sortes. Le néologisme de concern est bien l'un des héritages industriels du dernier demi-siècle de la monarchie d'Autriche-Hongrie. Il serait fastidieux d'en faire un relevé de ces traits particuliers de la place de Vienne et de Prague, et surtout de faire une comparaison chiffrée entre ces banques. Je donnerai quelques éléments dans le papier. Certains points les rapprochent, d'autres les séparent. Ce qui sépare le dispositif bancaire des deux villes est d'abord le volume. À Prague, une seule banque atteint la taille comparable à celle des 6 premières banques de Vienne. Un peu à l'image du poids démographique des deux pays. 10 millions d'habitants en Bohême et Moravie face aux 42 millions d'habitants pour le reste de la monarchie. Le problème, autant industriel que bancaire, est le degré de l'industrialisation. Le volume du crédit s'en ressent fortement et fait de la Bohême, contrairement aux attentes, fait de la Bohême un enjeu majeur à l'échelle de toute l'Europe centrale, par le biais précisément de la symbiose entre industrie et la banque. L'éclatement du pays en 1918 fait de tous les grands groupes présents sur la place autant de structures multinationales, de par l'implantation de leurs filiales à travers la monarchie. L'implantation bancaire à Prague se singularise sous plusieurs angles. Elle a connu une forte croissance, plus forte, donc au début du siècle, plus forte que celle des banques de Vienne. Et cela autant à l'intérieur de la monarchie qu'à l'échelle régionale. Le secteur bancaire à Prague connaît par ailleurs une forte mixité ethnique. Bien des œuvres littéraires rappellent cette cohabitation d'Allemands d'Autriche, d'Allemands d'Allemagne, de Tchèques et de Juifs. Un vocable tiré du passé témoigne de cette bigarrure, un vocable curieux. Les banques dont les ressources et les emplois n'accordent aucune importance à l'origine ethnique des acteurs sont qualifiés d'utracuistes, soit communiant sous les deux espèces, comme au temps de la Bohême hussite au XVe et au XVIe siècle. Il reste que la plus grande banque du pays, la célèbre Givno ou Givnobanka, obéit à une ascendance étroitement tchèque, aussi s'empare-t-elle du ministère des Finances dès les premières semaines de l'indépendance, en février 1919. Pour ne plus jamais le lâcher jusqu'à la fin de l'entre-deux-guerres. Donc jusqu'à l'expropriation par les nazis d'abord, par le régime communiste par la suite. Or, Jean Monnet ne mesurera la complexité de cette donne qu'en juin 1922, lors de son premier voyage sur place. J'y reviendrai, si vous le permettez. Pour ce qui est de la conjoncture monétaire, j'irai vite.
Elle témoigne de ces contrastes entre la Nouvelle-Autriche et la Nouvelle-Tchécoslovaquie. Pays battu, l'Autriche subit de plein fouet la démobilisation et le poids des dettes de guerre. Il est impossible de se ravitailler, d'importer, voire d'emprunter, sans le concours du crédit extérieur. La Tchécoslovaquie, pays admis comme victorieux à la conférence de la paix, malgré l'engagement des Tchèques des deux côtés du front, est héritière de la plus grande partie de l'infrastructure industrielle de la monarchie. De par l'engagement des banques dans l'industrie, ça en fait évidemment un poids lourd à l'échelle pratiquement européenne, à l'échelle en tout cas régionale. Or, Prague choisit de rompre radicalement avec l'Autriche, avec l'ancienne Autriche. La Tchécoslovaquie s'arrache au passé fiduciaire ébranlé de l'Empire et entreprend aussitôt une réforme monétaire. La stabilisation en est le maître mot, puis la valorisation avant que la déflation, il y a une nouveauté en termes de néologisme, avant que la déflation de la nouvelle couronne de Tchécoslovaquie ne devienne un slogan électoral. On devine qu'un abîme séparait dès 1921 les deux pays en termes de stabilité monétaire et de capacité d'emprunter sur les marchés financiers britanniques et américains. Je devrais aborder maintenant l'exposé un peu technique de deux emprunts. Il faudrait se demander notamment en quoi ces deux emprunts qui sont parallèles en 1922-23, en quoi ils étaient comparables. Comme l'emprunt tchèque est moins connu, donc je l'aborde peut-être en premier, à Prague, l'opération d'emprunt est menée tambour battant, alors que les entreprises industrielles étrangères, mais non pas les banques, tombent sous le coup d'une loi de rapatriement forcé des titres. La propriété des banques demeure intacte, ou presque. Les filiales en Bohème de l'unique banque d'affaires en lien avec Londres passent ainsi entre les mains d'investisseurs britanniques. Cela d'autant plus facilement que l'établissement revient à la Banque d'Angleterre, ce qui est évidemment une issue à l'époque inconcevable en France. Sur le marché de Londres, qui connaît alors une affluence de capitaux, on est au début de 1922, les réticences, voire des obstacles, tombent les uns après les autres, tandis que la nouvelle couronne tchécoslovaque ne cesse de s'apprécier à l'égard de la livre, au prix, bien entendu, d'un chômage de masse et d'une baisse des exportations. En l'espace de quelques semaines, Baring Brothers conduit une banque américaine et une banque allemande de Londres à s'intéresser à ce pays curieux dont le ministre des Finances revendique bruyamment l'orthodoxie budgétaire, dans le contexte que vous savez, à la veille même de la conférence de Gênes qui consacrera l'étalon de change or. Tout observateur qui s'intéresse à ce retournement de situation, inattendu à l'échelle de l'Europe continentale, prêtera attention au rôle de la légation de Grande-Bretagne et de son personnel, ainsi qu'au discours qu'on entend conjointement au Foreign Office, au Trésor et à la Banque d'Angleterre. Toutes ces sources sont évidemment actuellement accessibles. La vitesse d'exécution de l'emprunt a été telle qu'au ministère des Finances à Paris, comme au secrétariat de la SDN à Genève, on aura tardé à prendre la mesure du tournant. Il est vrai que les 30 millions de dollars mobilisés ainsi ne furent qu'au quart du montant dont on aura besoin pour stabiliser la monnaie de la petite Autriche elle-même. C'était finalement, une année plus tard, quelque chose comme 130 ou 132 millions de dollars, dont 40 placés à Londres et 20 placés à New York. Là encore, il y a beaucoup de choses à dire sur le rapport entre les deux marchés, vu de Genève, vu de Paris, bien sûr. L'emprunt autrichien est une suite de plans financiers abandonnés pour des raisons multiples. Je vous en fais grâce parce que finalement, c'est par certains aspects un enjeu technique que j'exposerai donc dans le papier. Ce qui est certain, c'est que la participation de Jean Monnet
dans son entourage, avec son personnel, les gens qui sont en contact avec lui, est ouverte à bien des interrogations. Pour simplifier à outrance, on peut dire que le rôle d'homme politique, et en particulier le délégué de la France, Léon Bourgeois, et le délégué de la Grande-Bretagne, Arthur Balfour, joue un rôle déterminant dans la façon dont on dégage les solutions favorables à l'emprunt autrichien. Les garanties gouvernementales traduisent ainsi le partage des responsabilités convenues à Genève en petits comités entre hommes politiques, et non pas entre financiers ou experts de la SDN. La persévérance du vieux Balfour, désireux d'affirmer le rôle politique de la société malgré les réserves qu'elle suscite en Angleterre, aboutit à l'institution d'une structure de contrôle aux pouvoirs étendus, mais dépendant directement du seul conseil de la SDN. Le gros du travail appelé technique à l'époque, pour ne pas dire financier bien sûr, il est accompli parallèlement au sein du comité financier et d'autres instances mises parfois ad hoc en place, mais dont Jean Monnet, curieusement, est systématiquement absent. Des instances qu'il a mises en place et dont il se retire, en quelque sorte. Les PV de séance en témoignent abondamment. Et tout cela, il le fait à la différence de ses collègues Drummond, secrétaire général de la société, Salter, chef de la section économique, et Nixon, qui est un fonctionnaire de la section financière. Composé de banquiers et d'experts financiers, le comité arrête les dispositions décisives pour les réformes monétaires, administratives et fiscales de l'État autrichien et met au point les préalables de l'emprunt de stabilisation. J'en arrive vers la 20e minute, alors je vais m'apprêter à conclure. L'emprunt ne sera lancé qu'en juin 1923, 6 mois après le départ de Jean Monnet de la SDN. Il s'associe toutefois à la délégation provisoire qui, au nom du comité financier de Genève, se rend à Vienne en décembre 1922 pour préparer la mise en œuvre et le programme d'assainissement. Dans ce rôle de coordination, où Monnet veille autant aux aspects budgétaires qu'à la préparation du terrain politique et parlementaire, il anticipe sans conteste sur les activités qu'il mènera à partir de 1926 à la tête de la Blair & Company. Il reste qu'au regard des ambitions d'origine, l'emprunt autrichien se heurte à des obstacles politiques et financiers internes et extérieurs. Et il doit faire face à des difficultés cumulées. La mise en œuvre aura été laborieuse, mais Jean Monnet n'en sera plus une partie prenante. Il démissionne de la SDN à la veille de l'occupation de la Ruhr en janvier 1923. Pour conclure, mesdames et messieurs, on peut s'interroger pour savoir ce que Monnet lui-même pouvait retenir de ces 3 années et demie passées à la Société des Nations. Ce fut d'abord l'affirmation croissante de la primauté des intérêts politiques des grandes puissances, agissant par ambition souveraine. Ce furent ensuite les aléas des liens franco-britanniques, qui étaient très prometteurs en 1919-20 et qui basculent dans une incompréhension, une hostilité croissante en 1922, c'est-à-dire les derniers mois où Lloyd George a été à la tête du gouvernement. Ce que Monnet peut en retenir, c'est aussi le poids des dettes de guerre, de toutes sortes. L'Autriche en a été particulièrement écrasée. Mais aussi, évidemment, la dette allemande. L'impossibilité de faire face à des situations complexes et lourdes avec les seuls moyens des gouvernements européens. Monnet a pu se convaincre que la Société des Nations n'avait pas les moyens devant faciliter la reprise des transactions privées et organiser les instances financières internationales de la reconstruction européenne. Les deux
versants sont évidemment absolument décisifs pour l'entre-deux-guerres, mais surtout pour l'après-Deuxième Guerre mondiale. En 1920-22, Monet assiste, il assiste actif mais impuissant à un rétrécissement continu des compétences de la Société des Nations, que souligne fin 21 le rapprochement entre Londres et Berlin. Le partage des rôles, je pourrais maintenant aborder évidemment la question des rôles personnels au sein de la section financière qu'il dirigeait indirectement. Son interlocuteur majeur a été Joseph Avenel, le futur secrétaire général de la Société des Nations, mais qui est vu par l'historiographie et par bien des gens, bien des témoins, comme quelqu'un qui a été opposé à Monet. Mais en fait, les premières années d'après-guerre, 20, 21, 22, ils sont très étroitement liés. Et la façon dont circule la correspondance entre les deux, non seulement entre eux deux, mais la correspondance à des tiers, notamment à Poincaré, au ministère des Finances, etc., évidemment, elle est très révélatrice. Il faut relever que Joseph Avenel était un ancien attaché financier à Londres. Et donc on peut s'interroger quelle connaissance avait-il de la City en comparaison avec celle de Jean Monnet. On doit en revanche s'interroger sur la portée des contraintes administratives. Avenel écrivait non seulement à Monet, évidemment, comme d'une correspondance d'amis, mais le gros de son effort de rapporteur, d'observateur, allait au ministère des Finances, bien sûr, avec des doubles au Quai d'Orsay. Et le fait que Avenel envoie les doubles de cette correspondance destinée au ministère des Finances à Monet lui-même, il en dit long sur la place que Monet joue dans la mise en œuvre des intérêts français. Il est tout aussi symptomatique de souligner deux aspects dont je tiens à faire état uniquement au vu de ce qui va suivre. Monet se montre opposé, sinon hostile, à l'entrée de l'Allemagne dans la Société des Nations, et cela dès 1922, avec des arguments qui peuvent paraître excessifs par leur nature politique, hein, n'est-ce pas, des Allemands incapables de collaborer utilement avec le reste, avec les Alliés. Et d'autre part, donc cette hostilité à l'Allemagne peut surprendre au regard de ce qui suit. Joseph Avenel obéissait sans doute non seulement à sa formation d'inspecteur des finances, à son expérience, mais ses habitudes épistolaires doivent interroger évidemment l'historien d'aujourd'hui. Sur un plan plus anecdotique, on peut par ailleurs s'interroger sur le niveau des traitements et la portée des écarts respectifs. Un haut fonctionnaire au Quai d'Orsay, tel le chef de la section de la Société des Nations, touche un dixième des traitements genevois de Jean Monnet, sans compter les défraiements. Monet touche en effet 3 000 livres annuels, plus 2 000 de frais de représentation. Cela est un serpent de mer dans la presse genevoise déjà à l'époque, car les écarts de revenus entre les hauts fonctionnaires eux-mêmes n'ont cessé d'interpeller les observateurs, pour la simple raison, c'est que Eric Drummond, qui est donc supérieur de Monet, touche pratiquement le double, et Paul Mantoux, qui est en dessous, ne touche que le quart des revenus qui reviennent à Drummond. Ça, on peut s'interroger sur la portée de ces écarts de revenus. Subsiste le problème de la démission soudaine en octobre 1922. La question reste toujours ouverte. Même si l'état médiocre du négoce commercial, du négoce familial à Cognac demeure une raison parfaitement plausible. On sait peu de choses, sinon rien, sur la perception des tensions qui conduisent à la décision d'occuper la Roure en janvier 23. Jean Monnet a-t-il pu anticiper la crise?
sinon la fin de l'alliance franco-britannique. Certes, la décision de quitter la SDN ne fut pas un délit d'initié, ce serait abusif, mais la question demeure posée, du fait même de ses contacts personnels dans l'entourage de Poincaré. Donc voici pour les questions qu'inspirent les traces de Jean Monnet à Genève. On peut penser que les carnets et la correspondance privée de Pierre Quenet éclairent ces semaines décisives d'une lumière neuve. Je vous remercie.